Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, Volkswagen et l'hydrogène, la norme Euro 7, le dernier GP de Formule 1 et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Même s'il développe en priorité sa gamme ID dédiée aux voitures électriques à batterie, Volkswagen pourrait être en train de travailler sur une étude de voitures à hydrogène capable d'une autonomie de 2000 km. Quand on parle de voitures électriques aujourd'hui, on fait indirectement allusion aux voitures électriques à batterie. C'est la forme la plus répandue et c'est là qu'on fait fonctionner ces véhicules comme nos appareils électroniques actuels. La capacité de la batterie permet de déterminer son autonomie et le volume d'électricité qu'elle peut aborder de déterminer son temps de recharge. C'est cette technologie qui guide aujourd'hui la plupart des constructeurs automobiles dans le développement des modèles électriques, car c'est le savoir-faire que l'on maîtrise le mieux, si bien que les autres types de véhicules électriques sont pour l'heure quelque peu oubliés. C'est le cas des voitures électriques à pile à combustible qui fonctionnent à l'hydrogène. A la différence des voitures électriques à batterie, les voitures à hydrogène ont une utilisation et un fonctionnement plus proche des voitures thermiques. Elles disposent d'un réservoir à hydrogène qui est à faire remplir dans des stations dédiées. En 5 minutes, le plein est fait, contre plusieurs dizaines de minutes pour recharger un BEV. L'hydrogène est injecté dans la pile à combustible et au contact de l'oxygène, cela crée une réaction chimique qui produit de l'électricité. Un fonctionnement très simple qui sur le papier les rend encore plus commodes que les voitures électriques classiques. Elles ont le fait le plus légère car dépourvues de grosses batteries et ne rejettent que des molécules d'eau. Mais malgré ces nombreux avantages, l'hydrogène reste très minoritaire sur le marché, quasiment inexistant en fait. La faute à la technologie qui est très coûteuse et qui fait grimper les prix d'appel des véhicules en question. Et surtout le manque d'infrastructures, on le dénombre que 31 stations ouvertes au public en France. Seuls 2 constructeurs ont sauté le pas de l'hydrogène, Hyundai avec son SUV Nexo et Toyota avec sa Mirai. Même la Honda Clarity a disparu du catalogue. S'il y a bien un constructeur qu'on n'attendait en revanche pas au tournant, c'est bien Volkswagen. D'après plusieurs informations regroupées, le groupe allemand travaillerait secrètement sur cette technologie et aurait déposé des dizaines de brevets et études rien que cette année. On parle notamment d'une voiture à hydrogène avec 2000 km d'autonomie. Si ces informations sont vérifiées, Volkswagen pourrait devenir un troisième acteur fort de l'hydrogène sur le créneau des voitures particulières. La naissance d'Euro 7 était-elle nécessaire ? Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, lève le voile ce jeudi sur la proposition de nouvelles normes anti-pollution qui s'appliqueraient aux véhicules neufs en Europe dès le 1er juillet 2025 pour les voitures particulières et les camionnettes et à partir du 1er juillet 2027 pour les camions et les bus. L'effort des industriels pour prendre en compte ces nouveaux critères sera loin d'être négligeable. En effet, la Commission propose de réduire de 35% les émissions d'oxyde d'azote pour les véhicules légers et de 56% pour les poids lourds par rapport à la précédente norme Euro 6. Certains vont reprocher à la Commission d'être trop ambitieuse, d'autres de ne pas être assez, résume Thierry Breton. C'est bien la preuve que nous avons trouvé le bon équilibre, nous offrons une visibilité au secteur automobile pour le marché domestique comme pour le marché international. Plusieurs fois reporté par la Commission, ce projet paraissait de plus en plus hypothétique. De fait, la norme Euro 7 va s'étendre en 2035 en même temps que la fin des ventes de véhicules neufs dotés de moteurs à combustion. Les industriels ne sont pas privés de le rappeler, ces dernières années, la norme Euro 7 est inutile. Nous n'en avons pas besoin, a une nouvelle fois répété Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. Pourquoi utilisons-nous nos ressources pour une technologie qui va être interdite ? Cela n'a pas de sens. Le patron de Stellantis exprime l'avis de la plupart des constructeurs automobiles et des équipementiers européens, dont les efforts humains et financiers sont concentrés sur l'horizon 2035. Luca De Meo, le patron de Renault, a également déclaré il y a quelques jours que la mise en œuvre de cette norme n'était pas sa priorité. La norme Euro 6D actuelle permet de réduire énormément les émissions lors du renouvellement du parc. La norme Euro 7 améliorera le niveau de manière très marginale, mais elle va renchérir le prix par véhicule de milliers d'euros et faire travailler nos ingénieurs alors que nous devrions les mobiliser pour l'électricité. Un point que réfute Thierry Breton, la question du coût d'Euro 7 pour les consommateurs était essentielle pour nous, avec un coût d'environ 100 à 150 euros par voiture et de moins de 3% du prix des véhicules lourds. Les consommateurs européens n'auront pas à retarder l'achat d'un véhicule neuf, assure-t-il. L'Association européenne des constructeurs automobiles a bien tenté de se faire entendre ces derniers mois. Elle rappelle qu'entre 2014 et 2020, les émissions totales de NOx ont été réduites de 25% pour le parc des voitures et de fourgonnettes de l'Union européenne et de 36% pour les véhicules utilitaires lourds. Dans le même temps, les émissions totales de particules fines ont été réduites de 28% pour les premières et de 14% pour les secondes. Mais la Commission rappelle que la pollution liée aux émissions de particules fines et d'oxyde d'azote du transport routier a causé environ 70 000 décès prématurés dans l'Union en 2018. Parti en pole position, le double champion du monde n'a jamais été inquiété lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il a devancé Charles Leclerc qui a assuré la 2e place au championnat du monde. Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi dimanche, signant sa 15e victoire de la saison en partant de la première place sur la grille. Le double champion du monde a
parfaitement géré le départ, restant devant son coéquipier Sergio Pérez au premier virage. A partir de là, le néerlandais a fait cavalier seul durant 57 des 58 tours de course avec pour seule préoccupation gérer les pneus du début à la fin. Sur la ligne d'arrivée, Max Verstappen a finalement devancé Charles Leclerc et Sergio Pérez qui ont tiré toute l'attention. Offrant une belle bataille pour la deuxième place de ce GP et le titre honorifique de vice-champion, le monégasque en est sorti vainqueur grâce à un changement de stratégie consistant à ne faire qu'un seul arrêt alors que le pilote Red Bull en a fait 2. Avec 10 secondes de retard, à 10 tours de l'arrivée, Pérez a terminé à moins de 2 secondes du monégasque. Après la polémique de l'an dernier, Abu Dhabi reste un GP maudit pour Lewis Hamilton qui a dû abandonner à seulement 3 tours de la fin en raison d'un problème mécanique sur sa Mercedes alors qu'il occupait sa 5ème place. Le Britannique termine en dehors du top 5 au championnat cette année 2022 est à oublier pour notre Anglais. L'autre duel à suivre dans ce Grand Prix opposait Alpine à McLaren pour la 4ème place au championnat des constructeurs. Avec un écart de 19 points au départ, l'écurie française a conservé son bien malgré l'abandon de Fernando Alonso à la suite d'un énième problème mécanique. Esteban Ocon a sauvé les meubles en terminant à la 7ème place, juste derrière Lando Norris. C'est donc une fin difficile entre Alpine et Alonso qui rejoindra l'écurie Aston Martin à la rentrée. De plus, le pilote australien Ricciardo qui met fin à sa collaboration avec McLaren en finissant à la 9ème place de ce GP. Ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 était aussi le dernier tour de piste de Sébastien Vettel qui a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 35 ans après 299 courses en F1, 53 victoires, 57 pole positions, 122 podiums et 4 titres de champion du monde. Ce furent 2 dernières années décevantes sur le plan sportif, mais je suis content de passer le flambeau à d'autres jeunes pilotes, à lâcher l'allemand avec émotion sur la ligne d'arrivée. Pourquoi les panneaux stop ont-ils cette forme ? Reconnaissable entre tous, le panneau stop est le seul à être octogonal. Son origine remonte à 1915 dans le nord des États-Unis et au Canada. Dans ces régions froides, la forme octogonale permettait de reconnaître le panneau même recouvert de neige ou de givre. Une nécessité car le franchissement d'un stop était l'une des infractions les plus dangereuses. Le panneau octogonal est resté une exception nord-américaine jusqu'en 68 avant que la convention de Vienne uniformise la signalisation routière dans le monde. Il est aujourd'hui rouge et le mot stop y est inscrit, parfois traduit. Auparavant, ce panneau était majoritairement rond, même en France. Certains états tels que Cuba, le Pakistan et quelques pays d'Afrique ont conservé son ancienne forme. La semaine dernière, on vous a demandé si vous préfériez louer une voiture ou bien l'acheter en occasion. Et donc la question de la semaine, seriez-vous favorable à un contrôle du permis de conduire tous les 5 ans ? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.